La lettre était toujours dans mon sac, pliée en 4, glissée dans l'enveloppe que Constant avait achetée lui-même 3 semaines avant de partir, avec son écriture de restaurateur, cette façon qu'il avait de former les lettres comme s'il réparait quelque chose de fragile. Je ne l'avais pas ouverte. Il m'avait dit de ne pas l'ouvrir. Il m'avait dit que le père Bresson saurait quoi en faire si jamais le jour venait où j'en aurais besoin. Ce matin-là, debout dans mon couloir avant 5 heures, je regardais le petit vitral bleu et ambre que Constant avait ramené d'une chapelle abandonnée du côté de Pézenas, et je me demandais si j'aurais la force d'aller jusqu'au bout de cette journée. La lumière n'était pas encore là, juste le gris de Béziers en octobre, et le silence de l'appartement du 4 rue Viennet. Un silence que je connaissais maintenant dans chacune de ses nuances. Le silence du matin sans lui, le silence du soir sans lui, le silence du milieu de la nuit, quand je tendais la main vers sa place et que ma main ne trouvait que le drap froid. 1 an. Cela faisait 1 an que Constant Darnis n'était plus là. 84 ans qu'il avait vécu, 54 ans qu'il avait passé à mes côtés, et 1 an que je cherchais encore à comprendre comment on continue à respirer quand la moitié de ce qu'on est a disparu. Je m'appelle Isabeau Darnis, j'ai 79 ans. Je suis veuve depuis le mois d'octobre de l'année passée, et ce que je vais vous raconter s'est passé le jour de la messe de souvenir de mon mari, à l'église Saint-Jacques de Béziers, devant les gens qu'il avait connus, devant les collègues qui avaient travaillé avec lui, devant ma fille. Devant ma fille Mahout, qui ce matin-là avait décidé que ma place dans la mémoire de Constant n'était plus la première. Avant d'aller plus loin, je dois reprendre mon souffle. Ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais dit à voix haute dans son entier. J'ai besoin de savoir que vous êtes là. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, quelle ville, quelle région, quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous avez déjà eu l'impression qu'on vous retirait votre place dans quelque chose qui vous appartenait, laissez-moi un cœur en commentaire. Je lis chacun d'entre eux, appuyez sur le j'aime si vous voulez m'entendre continuer. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et peut-être que celle de demain sera celle que quelqu'un que vous aimez a besoin d'entendre. Maintenant, laissez-moi vous raconter depuis le début. Constant était restaurateur de vitraux. Pas dans les grandes cathédrales, pas dans les endroits où les touristes prennent des photographies. Dans les petites églises de l'Hérault, les chapelles de village, les bâtisses modestes où personne ne regardait plus les fenêtres depuis des décennies. Il disait que la lumière ancienne avait besoin de mains discrètes pour continuer à traverser le verre. Il disait ça en souriant, avec cette façon qu'il avait de parler des choses simples, comme si elles contenaient toute la philosophie dont un homme a besoin. Je l'avais épousé à 25 ans, lui en avait 30, et pendant 54 ans, j'avais regardé ses mains travailler. Des mains patientes. Des mains qui savaient que les choses cassées méritent qu'on prenne le temps. Il était mort sereinement. C'est ce qu'on dit, sereinement. Et dans son cas, c'était vrai. Un matin de l'automne passé, il s'était endormi dans le fauteuil du salon, face au vitral du couloir, et il n'avait plus ouvert les yeux. Le médecin avait dit que son cœur s'était simplement arrêté, doucement, sans douleur. J'avais trouvé ça beau et insupportable en même temps. Beau parce que Constant méritait cette sortie paisible. Insupportable parce que je n'avais pas pu lui dire au revoir. Notre appartement du 4 rue Viennet n'est pas grand. C'est un appartement d'un autre temps, avec des moulures au plafond et un parquet qui craque au même endroit depuis 40 ans. La cuisine sent toujours le café et la lavande, parce que Constant aimait la lavande, et que j'ai continué à en mettre dans les placards après sa mort, comme si son nez pouvait encore s'en souvenir. Il y a une petite véranda étroite sur la rue où il aimait fumer sa pipe le soir, et depuis 1 an, je ne m'assieds plus sur cette véranda. Je passe devant, je regarde la chaise, et je continue. La boîte de ses lettres est dans le tiroir du bas de la commode de la chambre. Des lettres qu'il avait écrites au fil des années, certaines à moi, certaines à ses collègues, certaines à des gens que je connais bien et d'autres à des gens que je connais moins. Mahout avait trouvé certaines de ces lettres quelques mois après la mort de Constant. Elle était venue ici pour m'aider à trier ses affaires, ce qu'elle avait présenté comme un geste de fille attentionnée, et elle avait trouvé les lettres adressées à Clotilde Ravanet. Je savais ce qu'il y avait dans ces lettres. Je savais depuis longtemps. Mais Mahout ne le savait pas, et Mahout n'avait pas demandé. Elle avait vu un nom de femme,
Elle avait vu l'écriture de son père et elle avait construit une histoire dans sa tête, une histoire qui lui permettait de transformer en trahison quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Clotilde Ravanay avait 70 ans. Elle avait collaboré avec Constant sur plusieurs restaurations dans la région. C'était tout ce que Mahout avait voulu voir. Le reste, elle n'avait pas voulu l'entendre. Pendant les mois qui avaient suivi, j'avais essayé de lui parler. Doucement d'abord, puis avec plus d'insistance. Mais Mahout est comme ça depuis qu'elle est petite. Quand elle décide que quelque chose est vrai, il faut une force extraordinaire pour lui faire regarder autrement. Et cette force, ce matin-là, était contenue dans une enveloppe cachetée que je portais dans mon sac. Je m'étais habillée avec soin. Noir, bien sûr, mais le noir que Constant aurait aimé, pas le noir du deuil pesant, mais le noir de l'élégance sobre. Il avait toujours aimé que je m'habille bien pour les messes. Il disait que la tenue qu'on porte à l'église, c'est une façon de montrer qu'on respecte l'endroit et les gens qu'on y retrouve. Alors je m'étais coiffée, j'avais mis les boucles d'oreilles qu'il m'avait offertes pour nos 30 ans de mariage, et j'avais pris mon sac avec l'enveloppe à l'intérieur, et j'étais sortie dans la rue Viennet, sous le ciel gris d'octobre. L'église Saint-Jacques n'est pas loin de chez moi. Dans une autre vie, Constant et moi y allions à pied le dimanche matin. Ce matin-là, Laurent, le mari de Mahout, était venu me chercher en voiture. 56 ans. Laurent Auriol, un homme que j'ai toujours trouvé trop prudent dans ses opinions. Quelqu'un qui regarde de quel côté souffle le vent avant de décider ce qu'il pense. Il m'avait dit bonjour avec cette politesse de circonstance qu'il garde pour les moments où il sait que quelque chose de difficile se prépare. Et il n'avait pas dit un mot de plus pendant le trajet. Mahout était déjà à l'église. Je l'avais vu de loin, debout près de l'entrée, parlant avec Théodore Bousquet, l'ancien collègue de Constant, 67 ans, un homme bien, quelqu'un qui avait travaillé avec mon mari pendant 20 ans et qui connaissait l'histoire des vitraux de l'Hérault mieux que personne. Théodore m'avait souri de loin avec ce sourire des gens qui savent qu'ils témoignent de quelque chose de douloureux et qui ne savent pas quoi faire de leurs mains. Je suis entrée dans l'église. La lumière des vitraux tombait sur les bancs de bois. Et j'avais reconnu immédiatement, dans la 3e fenêtre à gauche, un panneau que Constant avait restauré il y a 22 ans. Un bleu profond avec une figure en prière, dont il avait reconstruit la main gauche à partir d'un fragment original. Je m'en souvenais parce que j'avais gardé ces enfants ce week-end-là pendant qu'ils finissaient le travail. Et puis, j'avais vu les chaises de la première rangée. Mon nom n'y était plus. Un petit carton avec mon prénom, Isabeau, avait été retiré de la première chaise à gauche, celle que j'occupais depuis toujours dans cette église, depuis notre mariage il y a 54 ans. À la place, il y avait le nom de Clotilde Ravanay. J'avais regardé ce carton pendant ce qui m'avait semblé être une longue minute. Le genre de minute où l'on entend son propre cœur, où l'on sent le sol se dérober légèrement sous les pieds, où quelque chose dans la poitrine se casse sans faire de bruit. Mahout était arrivée derrière moi. Elle m'avait dit, d'une voix basse mais claire, que Clotilde méritait d'être à cette place aujourd'hui, que papa l'avait aimée différemment et qu'il était temps que la vérité soit dite, et que j'avais eu toute la vie pour être à la première rangée et que peut-être il était temps de laisser de la place. Elle avait dit tout ça vite, comme quelqu'un qui a répété ses mots et qui veut les dire avant de perdre courage. Je ne lui avais pas répondu. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas pleuré, même si quelque chose dans ma gorge s'était serré d'une manière que je connais depuis l'enfance, cette façon qu'a la peine de se transformer en pierre avant de pouvoir devenir des larmes. J'avais juste tourné les talons, j'avais traversé l'église et j'étais allé chercher le père Samuel Bresson dans la sacristie. Le père Samuel avait 58 ans. Il connaissait Constant depuis des années. Il l'avait accompagné dans certaines restaurations, pas pour le travail du verre, mais pour l'histoire des chapelles, les documents anciens, les archives paroissiales. C'était un homme de lettres autant qu'un homme d'église, quelqu'un qui comprenait que les histoires des familles sont souvent plus compliquées que ce qu'elles semblent de l'extérieur. Je lui avais tendu l'enveloppe. Je lui avais expliqué en quelques phrases ce que Constant m'avait dit, que cette lettre devait être ouverte seulement si, lors de la messe de souvenir, j'étais traitée de façon indigne ou si le nom de Clotilde était utilisé pour blesser la famille. Je lui avais montré le cachet, l'écriture de Constant sur l'enveloppe, et la petite annotation au dos, celle de maître Emeline Pradel, notaire, 47 ans,
qui confirmait que cette lettre faisait partie des dernières volontés affectives de mon mari. Pas un testament financier, pas un document légal au sens strict, quelque chose de plus précis et de plus fragile que ça. Une protection. Le père Samuel avait tenu l'enveloppe dans ses mains un long moment. Il avait regardé l'écriture de Constant, il avait regardé le cachet de la notaire, et il m'avait regardé. Et dans ses yeux, j'avais vu qu'il comprenait. Il m'avait dit qu'il lirait la lettre au moment approprié dans la cérémonie. Il m'avait dit de prendre place. Il avait posé l'enveloppe sur l'autel latéral, à côté des photographies de Constant et des quelques outils de restauration que Théodore avait apportés en hommage. Et cette enveloppe blanche sur la nappe de lin avait quelque chose de plus lourd que tout le reste. J'avais trouvé une place dans les rangées du milieu. Pas tout à fait au fond, pas tout à fait devant. Une place de quelqu'un qui a été mis de côté mais qui ne s'en va pas. La messe avait commencé. J'avais regardé la nuque de ma fille pendant toute la première partie de la cérémonie. Maho Darnis, 52 ans, ma fille, l'enfant que j'avais porté, la femme qu'elle était devenue. Je l'avais regardée assise, à la première rangée, à côté de Clotilde Ravanais, et j'avais essayé de comprendre comment nous en étions arrivés là. Comment une fille peut décider que sa mère mérite moins de place dans le deuil de son propre mari? Comment le chagrin peut se transformer en accusation? Comment l'amour filial peut devenir une arme quand il rencontre la méfiance? Clotilde, elle, n'avait pas l'air à l'aise. Je la voyais de profil, une femme soignée, les cheveux blancs, les mains croisées sur les genoux. Elle regardait droit devant elle, vers l'autel, et dans sa posture il y avait quelque chose qui ressemblait à de la gêne. Comme quelqu'un qui sait qu'il occupe un endroit qu'il n'aurait pas dû accepter, mais qui n'a pas su comment refuser. Je la connaissais depuis des années. Je savais pourquoi Constant lui écrivait. Je savais ce que ces lettres contenaient, des mots sur les vitraux, sur la mémoire, sur le pardon, sur ce que ça fait de découvrir qu'on a une sœur à 60 ans passés. Parce que Clotilde Ravanais était la demi-sœur de Constant. Reconnue tardivement, découverte dans l'âge adulte, après des décennies de silence sur une histoire familiale que leurs parents respectifs avaient enterrée avant même qu'ils soient grands. Constant avait appris son existence il y avait 13 ans. Il me l'avait dit le soir même, assis à cette table de cuisine qui sent la lavande, et il avait pleuré. Pas de colère, pas d'accusation. Juste les larmes d'un homme qui réalise qu'il a eu une sœur toute sa vie sans le savoir. J'avais été la première personne à l'apprendre. Et j'avais été celle qui l'avait encouragé à aller vers elle. Doucement, prudemment, sans faire de bruit, parce que Constant avait peur de ce que la famille dirait, peur de rouvrir des blessures chez des gens qui ne pouvaient plus se défendre. Alors, il avait construit cette relation en silence, une relation fraternelle tardive, faite de lettres sur les vitraux et de quelques rencontres dans les chapelles où ils travaillaient ensemble, et Mahout n'avait jamais su. Et quand Mahout avait trouvé ces lettres, elle n'avait pas demandé. Elle avait conclu. Le père Samuel s'était levé pour la deuxième partie de la cérémonie. Il avait parlé de Constant avec la précision de quelqu'un qui connaît vraiment l'homme dont il parle, pas des formules toutes faites, mais des souvenirs vrais. Une anecdote sur une chapelle du côté de l'Odève, une remarque de Constant sur la façon dont le plomb qui tient les morceaux de verre ensemble est aussi important que le verre lui-même. Et puis, il avait marqué une pause. Il avait posé sa main sur l'enveloppe blanche, et il avait dit que Constant Darnis avait laissé une lettre à ouvrir en ce jour, parce qu'il avait voulu que sa voix soit encore là pour protéger ce qu'il aimait. J'avais entendu Mahout se raidir. Je ne la voyais pas de face, mais je sentais, dans le silence qui avait suivi ces mots, la tension qui était entrée dans son dos. Le père Samuel avait ouvert l'enveloppe. Lentement, avec le soin qu'on met aux choses importantes. Et il avait lu la première phrase. Si cette lettre est lue aujourd'hui, c'est parce que ma femme Isabeau a été écartée du lieu qu'aucune autre personne n'a le droit d'occuper dans ma mémoire. Mahout s'était levée. Elle s'était levée, et elle avait dit d'une voix qui voulait être ferme, mais qui tremblait par en dessous, que ce n'était pas le moment, que la messe n'était pas l'endroit pour ça, que son père n'avait pas pu vouloir faire quelque chose comme ça dans une église, devant tout le monde. Le père Samuel l'avait regardée. Il n'avait pas baissé la lettre. Il avait attendu. Et dans ce silence d'église, avec la lumière du vitral de Constant qui tombait sur les bancs de bois et sur l'enveloppe ouverte, j'avais senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis très longtemps. Quelque chose de solide sous mes pieds. Comme si Constant était encore là,
debout quelque part dans cette lumière, avec ses mains de restaurateur et sa voix de patience, et qu'il avait décidé que cette fois, il ne laisserait pas le silence gagner. Je veux m'arrêter ici une seconde. Mes mains tremblent encore quand je repense à ce moment. Le silence de cette église, le dos de ma fille debout, la lettre dans les mains du père Bresson. Si vous êtes encore là avec moi, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu un moment comme ça, un moment où la vérité était sur le point de sortir et où quelqu'un essayait de l'arrêter. Mettez le mot que vous ressentez en ce moment. Et si cette histoire vous touche, appuyez sur j'aime, ça me dit de continuer. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, parce que ce que le père Samuel a lu ensuite a tout changé dans cette église et dans cette famille. Mais avant de vous raconter la suite, il faut que vous compreniez qui j'étais avant ce matin d'octobre. Qui j'étais avant Constant, avant la rue Viennet, avant les vitraux et les petites chapelles et les 54 ans de vie commune. Parce qu'on ne comprend pas une femme dans le moment le plus difficile de sa vie si on ne sait pas d'où elle vient. Je suis née à Béziers, fille unique d'un père qui travaillait au chemin de fer et d'une mère qui cousait des robes pour les dames du quartier. Pas la misère, mais le compte juste, le genre de foyer où on apprend très tôt à ne pas demander plus que ce qu'on peut raisonnablement espérer. Mon père était un homme droit, peu bavard, avec des mains abîmées et des principes intacts. Ma mère était plus chaude, plus expressive, celle qui chantait en faisant la cuisine et qui pleurait au cinéma sans en avoir honte. J'ai hérité des deux, je crois. La droiture de l'un et la sensibilité de l'autre, et cette façon que j'ai de me tenir immobile quand la peine est trop grande, comme si mon corps savait qu'il ne faut pas bouger trop vite, que les choses importantes méritent qu'on reste debout. J'avais rencontré Constant à 25 ans lors d'une fête de quartier. Il était venu avec un ami commun. Il portait une chemise bleue et il avait regardé les lumières de la fête avec l'air de quelqu'un qui cherche à comprendre comment elles fonctionnent. J'avais trouvé ça bizarre et touchant. Nous avions parlé pendant 2 heures de choses dont je ne me souviens plus exactement, mais je me souviens de la façon dont il écoutait. Constant écoutait vraiment. Il ne cherchait pas sa prochaine phrase pendant que vous parliez. Il vous regardait, il prenait ce que vous disiez et il le portait un moment avant de répondre. C'est rare. C'est très rare. Nous nous étions mariés l'année suivante, ici à Saint-Jacques, dans la même église où je venais de le voir honoré 1 an après sa mort. J'avais 26 ans, lui en avait 31, et je me souviens de la lumière de ce jour comme si elle était encore sur ma peau. Un samedi de juin, le soleil entrait par les vitraux, et Constant avait regardé les couleurs sur les dalles, et il m'avait soufflé à l'oreille qu'on était mariés depuis toujours, que les vitraux le savaient déjà. Les premières années avaient été simples et belles. Constant avait commencé à travailler sérieusement dans la restauration, d'abord avec un maître artisan de Montpellier, puis progressivement à son compte. Nous n'étions pas riches. Mais nous n'avions pas besoin de beaucoup. L'appartement de la rue Viennet, que nous avions loué d'abord puis acheté peu à peu, était devenu notre monde entier, et je ne l'avais jamais ressenti comme une limite. Ma hôte était née quand j'avais 29 ans. Un bébé avec les yeux de son père et le caractère de personne d'autre, une enfant entière, tranchée, qui savait ce qu'elle voulait avant même de savoir parler. Elle avait grandi en admirant son père. Ça, c'était vrai. Elle avait grandi en pensant que Constant était quelque chose d'exceptionnel, ce qui était juste, et en pensant que moi, j'étais celle qui gérait les choses pratiques pendant qu'il créait des choses belles. Ce n'était pas tout à fait faux non plus, mais c'était tellement incomplet. Ce que Mahout n'avait jamais voulu voir, c'était que sans moi, sans ma façon de tenir la maison et de tenir le cap dans les années difficiles, sans ma présence constante dans les décisions et les renoncements, Constant n'aurait pas pu faire ce qu'il faisait. Les artistes ont besoin d'un sol sous leurs pieds. J'étais ce sol. Mais les enfants ont du mal à voir ça. Les enfants voient ce qui brille, et Constant brillait d'une façon que je ne brille pas. Moi, je tiens. Je dure. Je reste. Ce n'est pas la même lumière que celle des vitraux. C'est plus proche de celle des fondations. Quand Constant m'avait parlé de Clotilde, 13 ans avant sa mort, j'avais eu un moment de silence. Un vrai silence intérieur. Pas de jalousie, non, ce n'était pas ça. Plutôt la prise de conscience soudaine qu'il y avait dans la vie de mon mari une histoire que je ne connaissais pas,
une blessure que je n'avais pas vue, quelque chose de caché sous la surface tranquille de cet homme que je croyais connaître entièrement. Et puis j'avais pris sa main sur la table de la cuisine et je lui avais dit que Clotilde avait besoin de lui, et qu'il avait besoin d'elle, et que les familles qui arrivent en retard méritent quand même d'arriver. Il avait pleuré une deuxième fois ce soir-là. Des larmes de soulagement, je crois. Nous n'en avions jamais parlé à Mahout. Constant ne voulait pas. Il disait que Mahout n'avait pas la patience d'entendre une histoire compliquée sans la simplifier, et que les histoires compliquées méritent d'être entendues entièrement ou pas du tout. Peut-être qu'il avait tort. Peut-être qu'on aurait dû lui dire. Mais les décisions qu'on prend avec les meilleures intentions sont parfois celles qui font le plus de dégâts, et je ne peux pas défaire ce qui a été fait. Ce que je sais, c'est que pendant 13 ans, j'avais gardé ce secret. Pas par honte, pas par peur, par respect pour un homme qui avait besoin de quelques années pour apprivoiser une douleur vieille, comme sa vie entière. Et pendant ces 13 ans, j'avais vu Clotilde une dizaine de fois, des rencontres simples, une femme bien, discrète, avec quelque chose de constant dans la façon qu'elle avait de regarder les choses, cette même façon de vouloir comprendre comment elles sont faites avant de juger si elles sont belles. Mahout ne savait rien de tout ça. Et quand elle avait trouvé les lettres, elle avait construit sa propre vérité avec les fragments qu'elle avait, comme on fait quand on a peur de ne pas savoir. Dans l'église, le père Samuel tenait toujours la lettre. Mahout était toujours debout. Et le silence continuait, ce silence d'église qui est différent de tous les autres silences, plus dense, plus exigeant, comme si les murs eux-mêmes attendèrent de voir ce qui allait se passer. Je veux vous poser une question avant de continuer. Est-ce que vous avez déjà gardé un secret pour protéger quelqu'un que vous aimiez? Un secret qui vous a coûté quelque chose, qui vous a pesé, mais que vous avez gardé quand même parce que c'était la bonne chose à faire? Dites-moi oui ou non en commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Je veux savoir combien vous êtes ce soir, combien vous êtes à m'écouter depuis vos maisons, vos canapés, vos cuisines. Abonnez-vous si vous voulez entendre comment cette lettre s'est terminée, parce que ce que Constant avait écrit pour Clotilde, et pour moi, et pour Mahout, était plus précis et plus courageux que tout ce que j'aurais pu dire moi-même. J'avais regardé ma fille, debout dans l'allée centrale de l'église Saint-Jacques, et j'avais pensé à une chose qu'elle ne savait pas. Je pensais au moment où Constant avait compris qu'il allait mourir, pas soudainement mais progressivement, dans les derniers mois de sa vie où son cœur avait commencé à donner des signes de fatigue. Nous n'en avions pas parlé comme ça, pas avec des mots directs, mais nous savions tous les deux. Et dans ces mois-là, il avait passé beaucoup de temps à écrire. Des lettres, des notes. Et un soir, il m'avait montré l'enveloppe cachetée et il m'avait dit, avec sa voix de toujours, calme et précise, que cette lettre était pour le cas où Mahout ferait ce qu'il craignait qu'elle puisse faire. Je lui avais demandé ce qu'il craignait. Il avait dit « Ma fille a toujours eu peur que l'amour soit une chose finie, qu'en aimant quelqu'un d'autre, on en aime moins un autre. Elle n'a pas appris que l'amour s'élargit. Alors si elle trouve les lettres à Clotilde, elle en fera une arme. Et toi, tu n'auras pas la force, dans la douleur du deuil, de te battre contre ça avec les bons mots. Alors je laisserai les bons mots quelque part où ils pourront trouver leur moment. » C'était ça, Constant. Cette façon de prévoir sans contrôler, de protéger sans imposer, de laisser la vérité disponible pour le moment où elle serait nécessaire. Un homme qui restaurait des choses cassées, même après sa mort. Le père Samuel avait regardé Mahout, debout dans l'allée, et il lui avait dit doucement qu'une lettre d'un homme à sa famille dans une église est toujours le bon endroit et le bon moment, et que si elle voulait écouter la suite, elle pouvait se rasseoir, et que si elle ne voulait pas, elle pouvait sortir, mais que dans les deux cas, il lirait. Mahout s'était rassise, lentement, avec la raideur de quelqu'un qui ne capitule pas, mais qui comprend qu'il ne peut pas gagner. Et le père Samuel avait continué la lecture. Il avait lu les mots de Constant sur Clotilde, sur ce qu'elle était vraiment, sur les 13 années d'une relation fraternelle, construite dans la discrétion et le respect. Il avait lu ce que Constant écrivait sur le secret de leurs parents, sur la honte ancienne d'une autre époque qui avait condamné 2 enfants à grandir séparés sans savoir pourquoi. Il avait lu ce que Constant disait de moi, d'Isabeau, de la façon dont j'avais accueilli cette révélation et comment cet accueil avait été le plus grand acte d'amour qu'on lui ait jamais fait.
Et puis il avait lu la phrase que Constant avait mise au centre de la lettre, la phrase que je connaissais parce qu'il me l'avait dite aussi de vive voix, une fois, dans la cuisine, il y a 7 ans, un soir ordinaire. Clotilde m'a rendu une partie perdue de mon passé. Isabeau m'a donné le présent entier, tous les jours, même quand je n'ai pas su expliquer ma douleur. J'avais entendu Clotilde laisser échapper un son, pas un mot, juste ce son involontaire qu'on fait quand quelque chose vous atteint là où vous n'aviez pas prévu d'être atteinte. Et j'avais vu ses épaules s'affaisser légèrement, pas de chagrin, mais de ce soulagement particulier des gens à qui on rend enfin leur vraie place, ni plus ni moins que ce qu'elle était. Mahaut n'avait pas bougé. Elle était assise, droite, et je ne voyais pas son visage, mais je savais, parce que je la connais depuis le premier jour de sa vie, que quelque chose était en train de se défaire en elle. Ces certitudes qu'elle avait construites pendant des mois, cette histoire qu'elle s'était racontée pour expliquer les lettres de son père, tout ça commençait à se fissurer sous le poids des mots que Constante avait eu la patience de laisser. La lumière du vitral de la 3e fenêtre à gauche, celui que Constant avait restauré il y a 22 ans, continuait de tomber sur les bancs. Un bleu profond, un ambre doré, et la figure en prière avec la main gauche, reconstruite fragment par fragment. Je la regardais depuis ma place du milieu, et je pensais que Constant avait toujours su quelque chose que peu de gens savent, que les choses cassées ne sont pas moins vraies que les choses entières, qu'elles ont juste besoin de mains qui prennent le temps. Et je me demandais si Mahaut, avec sa façon d'aller vite et de conclure fort, avait jamais appris à prendre le temps. Si c'était quelque chose qu'elle pouvait encore apprendre. Si cette journée, cette lettre, cette lumière d'octobre dans une église de Béziers était le début de quelque chose ou la fin d'autre chose. La cérémonie s'était terminée. Le père Samuel avait replié la lettre avec soin. Il me l'avait rendue avec un regard qui valait beaucoup de mots, et les gens avaient commencé à se lever, à parler à voix basse, à regarder dans la direction de Mahaut, avec ces regards de côté qu'on jette quand on ne sait pas encore ce qu'on a vu, mais qu'on sait qu'on a vu quelque chose d'important. Théodore Bousquet était venu vers moi le premier. Il m'avait pris les mains dans les siennes, ses grandes mains d'ancien artisan, et il m'avait dit « Isabeau, Constant savait ce qu'il faisait en vous choisissant, il l'a su jusqu'au bout. » C'est tout ce qu'il avait dit, c'était assez. Le père Samuel avait demandé que nous nous retrouvions en sacristie, les personnes directement concernées. Moi, Mahaut, Laurent, Clotilde, maître Emmeline Pradel, qui était venue spécialement ce matin-là, parce qu'elle savait que la lettre pourrait être lue et qu'elle voulait être là pour attester de son authenticité si nécessaire. Et Théodore, parce qu'il était le témoin le plus ancien de la vie professionnelle et humaine de Constant. Nous nous étions retrouvés dans cette petite pièce derrière l'autel, avec ses armoires de bois sombres et l'odeur d'encens et de vieux papier, et le silence avait été celui de gens qui ne savent pas encore qui doit parler en premier. C'est Mahaut qui avait parlé. Elle avait dit qu'elle avait trouvé les lettres. Elle avait dit qu'elle ne comprenait pas. Elle avait dit qu'elle avait eu peur que son père ait eu une autre vie et qu'elle n'ait pas su. Elle avait dit ça avec une voix qui cherchait à rester dure et qui commençait à s'effriter. Et j'avais regardé ma fille de 52 ans avec les yeux rouges et les mains qui ne savaient pas quoi faire, et j'avais pensé à tout ce que j'aurais pu lui dire depuis des mois et que je n'avais pas dit, à tous les moments où j'aurais pu lui expliquer et où elle n'avait pas voulu entendre. Restez avec moi pour la suite. Ce que je vais vous raconter maintenant, ce qui s'est dit dans cette sacristie, ce que Clotilde a répondu, ce que maître Pradel a montré et ce que j'ai dit à ma fille, c'est la partie de cette histoire que je n'ai encore racontée à personne. Dites-moi si vous êtes encore là. Quelle heure est-il chez vous maintenant? Est-ce le soir, la nuit, le matin d'une journée difficile? Laissez-moi un commentaire. Appuyez sur j'aime si vous avez tenu jusqu'ici. Abonnez-vous parce que cette histoire n'est pas finie. Et parce que ce qu'une mère dit à sa fille dans une sacristie après une journée comme celle-là est parfois la chose la plus difficile et la plus nécessaire qu'elle ait jamais dite de sa vie. Mahaut regardait le sol de la sacristie. Pas comme quelqu'un qui cherche quelque chose. Comme quelqu'un qui ne sait plus où mettre les yeux quand le monde qu'il avait construit commence à ressembler à autre chose que ce qu'il croyait. Laurent était debout derrière elle, les bras croisés, avec cette expression qu'il a quand il ne sait pas de quel côté se ranger et qu'il attend que quelqu'un décide à sa place.
Clotilde était assise sur le banc de bois le long du mur, les mains croisées sur les genoux, et dans sa façon d'occuper l'espace, il y avait quelque chose de presque invisible, comme une femme qui a appris depuis longtemps à ne pas prendre trop de place. Maître Emmeline Pradel avait posé son sac sur la petite table et en avait sorti une chemise cartonnée. 47 ans, des lunettes fines, une façon de bouger qui dit qu'elle est habituée aux moments difficiles et qu'elle sait comment les tenir sans les laisser s'effondrer complètement. Elle n'avait pas encore parlé. Elle attendait. Le père Samuel se tenait près de la porte, l'enveloppe de Constant repliée entre ses mains, et il regardait chacun de nous à tour de rôle avec la patience de quelqu'un qui a vu beaucoup de familles se défaire et quelques-unes se retrouver, et qui sait que la différence entre les deux tient souvent à très peu de choses. Théodore Bousquet était le seul à être resté debout près de la fenêtre. Il regardait dehors, vers le parvis de l'église, et je me demandais à quoi il pensait. À Constant, sûrement, à toutes les années de travail ensemble, aux vitraux restaurés, aux discussions dans les camionnettes sur les petites routes de l'Hérault entre une chapelle et une autre, à un homme qu'il avait connu mieux que la plupart. C'est moi qui avais finalement parlé. Pas parce que j'avais décidé de le faire, mais parce que le silence avait atteint ce point où il commence à peser plus que les mots. J'avais dit à ma hôte que je comprenais qu'elle ait eu peur, que trouver des lettres d'un père mort adressées à une femme inconnue, sans explication, sans contexte, c'est quelque chose qui peut faire très mal et qui peut conduire à des conclusions rapides. J'avais dit que je ne lui reprochais pas d'avoir eu peur. Ce que je lui reprochais, c'était de ne pas m'avoir posé la question, de ne pas m'avoir regardé et dit simplement « Maman, j'ai trouvé ces lettres, qu'est-ce que c'est ?» Ma hôte avait relevé la tête. Elle avait dit qu'elle m'avait posé la question, à sa façon, que plusieurs fois elle avait essayé d'aborder le sujet et que je m'étais fermée. J'avais réfléchi à ça. Est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'elle avait essayé et que je n'avais pas entendu? Peut-être. Peut-être qu'il y avait une part de responsabilité des deux côtés, comme c'est presque toujours le cas dans les ruptures entre une mère et une fille. Les blessures les plus profondes ne sont jamais entièrement d'un seul côté. Mais ce qui avait eu lieu ce matin dans l'église, ça, c'était d'un seul côté. Et je voulais que ce soit dit clairement, pas avec colère, pas avec vengeance, mais avec la clarté que les choses importantes méritent. Avant de vous dire ce que j'ai dit à ma hôte dans cette sacristie, je dois m'arrêter un moment. Parce que cette partie de l'histoire, c'est celle que je porte depuis ce matin d'octobre, et la dire à voix haute coûte quelque chose que je ne savais pas qu'elle coûterait. Si vous êtes encore là avec moi, mettez dans les commentaires le prénom de votre mère, ou le prénom de votre fille, ou simplement le mot « présente » ou « présent ». Je veux savoir combien vous êtes, quelle ville, quelle région, quelle heure du soir ou du matin. Et si cette histoire vous touche dans quelque chose de personnel, laissez un cœur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a une histoire ici chaque jour, et certaines d'entre elles sont exactement celles que vous avez besoin d'entendre ce soir. Clotilde avait pris la parole avant moi. Elle avait dit, et sa voix était calme, mais portait quelque chose de très concentré, qu'elle n'avait jamais voulu s'asseoir à cette place ce matin. Qu'elle était arrivée à l'église sans savoir que ma hôte avait modifié les places, que ma hôte lui avait simplement dit que la disposition avait changé et que son père aurait voulu qu'elle soit là. Elle avait dit que si elle avait su, elle n'aurait pas accepté, que la place d'une épouse dans la mémoire de son mari n'est pas quelque chose qu'on déplace, et qu'elle le savait mieux que personne. Ma hôte avait regardé Clotilde avec une expression que je n'avais pas vue souvent sur son visage. Quelque chose entre la surprise et la honte. La surprise parce qu'elle n'avait pas prévu que Clotilde elle-même prendrait la défense d'Isabeau. La honte parce qu'elle commençait à réaliser qu'elle avait utilisé une femme sans lui demander son accord. Maître Emmeline avait ouvert sa chemise cartonnée. Elle avait posé sur la table 2 documents. Le premier était la déclaration manuscrite de Constant, signée devant notaire, dans laquelle il demandait expressément que tout hommage public mentionne Isabeau d'Arnis comme gardienne de son œuvre et de sa mémoire, et Clotilde Ravanais uniquement dans sa qualité de sœur retrouvée. Le second document était plus ancien. C'était l'acte de reconnaissance tardive, établi il y a 13 ans, par lequel Constant avait officiellement reconnu le lien familial avec Clotilde, avec les explications sur l'histoire de leurs parents respectifs, les circonstances d'une liaison ancienne
et d'une naissance tenue secrète. Ma hôte avait pris ce document dans ses mains. Elle l'avait lu. Je l'avais regardé lire et j'avais vu le moment exact où quelque chose changeait dans ses yeux. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas un effondrement spectaculaire. C'était juste ce petit mouvement imperceptible dans le visage d'une personne quand la carte du monde qu'elle portait en tête se trouve soudainement inexacte et qu'elle doit décider si elle va trouver une nouvelle carte ou continuer à marcher avec la vieille. Théodore avait dit, depuis sa fenêtre, sans se retourner, que Constant lui avait parlé de Clotilde il y avait environ 10 ans. Pas de tout, pas dans les détails, mais assez pour qu'il comprenne. Il avait dit que Constant avait mentionné Isabeau en disant qu'elle était la seule personne à avoir su tenir quelque chose de fragile sans le casser. Théodore avait dit ça simplement, comme un fait, comme quelqu'un qui rapporte un souvenir précis, parce que les souvenirs précis comptent dans les moments où on est tenté de tout remettre en question. J'avais regardé ma fille avec la lettre dans les mains et le document de la notaire sur ses genoux, et j'avais pensé à ce que Constant m'avait dit la dernière fois que nous avions parlé de cette enveloppe. Il avait dit « Isabeau, cette lettre n'est pas une arme, c'est une explication. Si elle est lue, j'espère que ma hôte entendra l'explication avant d'entendre quoi que ce soit d'autre. » C'était tout Constant. Même mort, il espérait. Même en prévoyant le pire, il espérait le meilleur. La sacristie sentait l'encens et le vieux bois, et par la petite fenêtre rectangulaire, on voyait un coin de ciel d'octobre, gris mais lumineux, ce gris particulier qui n'est pas triste mais pensif. J'avais les mains posées sur mes genoux et je sentais encore, à travers le tissu de ma robe noire, la forme de l'enveloppe que j'avais remise dans mon sac après que le père Samuel me l'avait rendue. Ma hôte avait posé les documents sur la table. Elle avait regardé Clotilde, longtemps. Et puis elle avait dit « Vous êtes vraiment sa sœur ». Ce n'était pas une question. C'était une reconnaissance, la phrase de quelqu'un qui réalise qu'il a passé des mois à construire une accusation contre quelqu'un qui ne méritait pas cette accusation et qui ne sait pas encore comment vivre avec ça. Clotilde avait répondu que oui, qu'elle l'était, qu'elle avait mis du temps à accepter elle-même cette réalité, à intégrer l'idée d'un frère trouvé si tard, à ne pas savoir exactement quelle place occuper dans une vie déjà construite, une famille déjà formée, un homme déjà entier. Elle avait dit que sans Isabeau, elle n'aurait peut-être jamais trouvé sa place dans tout ça, parce que c'était Isabeau qui avait dit à Constant d'ouvrir la porte. Ma hôte avait tourné la tête vers moi, et pour la première fois depuis très longtemps, pas depuis les mois du deuil, mais depuis bien avant, depuis des années peut-être, j'avais vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la vraie question. Pas une accusation déguisée en question. Une vraie question, celle de quelqu'un qui réalise qu'il ne sait peut-être pas aussi bien ce qu'il croit savoir. Elle avait dit « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Et là j'avais pris une grande respiration, et j'avais dit ce que j'aurais peut-être dû dire il y a 13 ans. Que ton père avait besoin de quelques années pour apprivoiser une histoire qui avait la taille de toute sa vie. Que je l'avais respecté dans ça. Que j'avais pensé qu'il trouverait lui-même le moment de te le dire, et que j'avais eu tort de penser qu'il aurait le temps. Le silence qui avait suivi était différent de celui de l'Église. Celui de l'Église était collectif, tendu, plein de regards. Celui-ci était intime. Le silence de deux femmes qui réalisent qu'elles se sont perdues en chemin et qui cherchent, sans encore y arriver, le chemin qui ramène à l'autre. Permettez-moi de reprendre mon souffle ici. Cette conversation dans la sacristie, je l'ai portée pendant des mois sans pouvoir la raconter à personne complètement. Ce que je viens de vous dire, c'est la première fois que je le dis en entier. Et il y a encore la suite. Il y a ce que ma hôte a répondu. Il y a ce qui s'est passé dans les semaines après. Il y a ce que cette journée a changé et ce qu'elle n'a pas réparé. Dites-moi si vous voulez entendre la suite. Mettez un commentaire, n'importe quel mot, juste pour me dire que vous êtes là. Et si vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, une incompréhension dans une famille, un secret gardé trop longtemps, une accusation faite sans vouloir blesser et qui a blessé quand même, partagez cette histoire avec cette personne. Parce que parfois on a besoin d'entendre que ce qu'on a traversé a aussi été traversé par quelqu'un d'autre. Abonnez-vous pour ne pas perdre la suite. Les semaines qui avaient suivi la messe de souvenirs avaient eu cette texture particulière des temps qui changent
sans qu'on sache encore dans quel sens. Pas encore la guérison. Pas encore le pardon complet. Mais quelque chose de différent de la rupture. Une sorte de terrain entre les deux. Un terrain encore instable, mais sur lequel on peut poser les pieds sans tomber complètement. Ma hôte était rentrée chez elle le soir même, après la sacristie, sans me parler davantage. Laurent m'avait reconduite rue Viennet avec la même politesse de circonstance, et sur le trajet, il avait dit, à mi-voix, que ma hôte avait besoin de temps pour digérer, et que lui avait toujours pensé que quelque chose n'allait pas dans le récit qu'elle s'était construit, mais qu'il n'avait pas su comment le dire. Je ne lui avais pas répondu. Ce n'était pas le moment d'avoir cette conversation avec Laurent. J'étais rentrée dans l'appartement de la rue Viennet. J'avais posé mon sac sur la chaise de l'entrée, j'avais retiré mes boucles d'oreilles et j'étais allée dans la cuisine faire du café, parce que c'est ce que je fais quand je ne sais pas quoi faire. Je m'assieds à la table de la cuisine avec du café et je laisse les choses se déposer. Le vitral du couloir était éclairé par la lumière du couloir. Le bleu et l'ambre. La lumière ancienne qui continue à traverser le verre parce que des mains discrètes ont pris le temps de la laisser passer. J'avais pensé à Constant. Pas avec le chagrin aigu des premiers mois, ce chagrin qui tranche et qui brûle. Avec quelque chose de plus doux et de plus lourd à la fois, la façon dont le deuil évolue quand on a eu le temps de s'y habituer sans pour autant s'y résigner. Je lui avais parlé dans ma tête comme je le faisais parfois le soir dans cette cuisine. Je lui avais dit que sa lettre avait fait ce qu'il voulait qu'elle fasse, que la vérité était sortie, que maintenant, il fallait voir ce qu'on en faisait. Il n'avait pas répondu, bien sûr. Mais il y avait, dans le silence de cet appartement que je connais dans tous ces bruits et dans tous ces silences, quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. Ou peut-être que je le voulais tellement que je le trouvais. Clotilde m'avait appelé 2 jours après. Elle m'avait dit qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé à l'église, qu'elle se sentait utilisée et embarrassée, et qu'elle comprenait si je souhaitais prendre de la distance. Je lui avais dit que je ne souhaitais pas prendre de distance, que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute, qu'elle avait été instrumentalisée par une douleur qui ne lui appartenait pas, et que Constant avait tenu à ce qu'elle soit dans notre vie, et que je tenais à honorer ça. Nous avions parlé longtemps, peut-être 1 heure. Et à la fin, elle m'avait dit quelque chose qui m'était resté. Elle avait dit « Isabeau, mon frère vous a choisi parce que vous saviez tenir les choses sans les posséder. C'est rare. C'est très rare. » Je n'avais pas su quoi répondre sur le moment. J'avais dit merci et je m'étais assise encore un peu dans la cuisine après avoir raccroché avec ce mélange de tristesse et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. Maho, elle, n'avait pas appelé pendant 2 semaines. 2 semaines de silence que j'avais remplies de mes routines habituelles, le marché du matin, les promenades courtes dans les rues du centre de Béziers que je connais depuis l'enfance, les lectures du soir, les cafés préparés pour une personne, la petite véranda étroite sur la rue devant laquelle je passais sans m'y arrêter. Et puis elle avait sonné à la porte un samedi matin, sans prévenir. Mao n'a jamais aimé prévenir, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis qu'elle est petite, elle arrive et ensuite elle explique pourquoi. Ce matin-là, elle était arrivée avec les yeux qui n'avaient pas bien dormi et les mains vides, pas de fleurs, pas de gâteau, juste elle-même avec sa façon de se tenir qui dit qu'elle a pensé à quelque chose pendant longtemps et qu'elle est venue le dire avant de changer d'avis. Je l'avais fait entrer, je lui avais fait du café. Nous nous étions assises à la table de la cuisine et j'avais attendu. Elle avait dit « Je n'aurais pas dû faire ça à l'église ». C'était tout. Pas une longue explication. Pas une liste de raisons ou d'excuses ou de circonstances atténuantes. Juste cette phrase courte, dite avec la voix de quelqu'un qui a mis du temps à arriver à ce point et qui sait que ce n'est que le début. J'avais posé ma tasse de café, j'avais regardé ma fille, et j'avais dit « Non, tu n'aurais pas dû ». Il y avait eu un silence. Pas un silence de guerre, un silence de celles qui savent qu'il faudra beaucoup de temps pour traverser ce qui s'est passé, mais qui décident, dans ce silence, qu'elles vont quand même essayer. Je vous entends peut-être vous demander pourquoi je ne lui avais pas dit les bras ouverts, que je pardonnais tout, que c'était oublié, que nous recommencions. Parce que les mères dans les histoires font souvent ça. Elles pardonnent vite et fort, et elles disent que l'amour efface tout. Et c'est peut-être vrai pour certaines. Mais moi, j'avais 79 ans. J'avais passé 1 an à porter le deuil de Constant,
et 6 mois à voir ma fille construire une accusation contre la mémoire de son père et contre ma place dans sa vie. Et je savais, avec la certitude tranquille que l'âge donne, que le pardon rapide n'est pas toujours le pardon honnête, que parfois le vrai pardon prend du temps, et que prétendre qu'il est là avant qu'il soit là, c'est mentir à la fois à soi-même et à l'autre. Alors j'avais dit à Mahout que je l'aimais, que je l'avais toujours aimé, que cet amour n'avait pas changé et ne changerait pas, mais que nous avions du travail à faire toutes les deux si nous voulions que la relation entre nous redevienne quelque chose de vrai, et que ce travail commençait par une chose précise. Je lui avais dit que je voulais qu'elle visite avec moi chaque église où Constant avait restauré un vitral, qu'il y en avait 23 dans l'Hérault et les départements voisins, que pour chacune, je lui raconterais l'histoire, la chapelle, le chantier, ce que Constant avait dit et fait, ce qui avait été difficile et ce qui avait été beau, et qu'au bout de ces 23 visites, si elle avait vraiment écouté, vraiment, alors nous pourrions parler de la suite. Mahout m'avait regardé. Elle avait dit « Toutes les 23 ». J'avais dit « Toutes les 23 ». Elle avait hoché la tête, lentement, avec quelque chose dans les yeux qui ressemblait à la première vraie humilité que je lui voyais depuis très longtemps. « Est-ce que vous êtes encore là ? J'espère que vous l'êtes, parce que ce que je vais vous raconter maintenant, les visites aux chapelles, ce qui s'est passé à la 3e église, et à la 11e, et à la 17e, et comment Mahout a changé à travers ces visites, et comment moi j'ai changé aussi. C'est la partie de l'histoire que je n'avais encore racontée à personne. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Mahout méritait cette chance. Mettez oui ou non, et expliquez en un mot pourquoi. Je lis vraiment chaque commentaire. Et si vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile avec quelqu'un que vous aimez, un enfant, une mère, une sœur, quelqu'un qui vous a blessé sans le vouloir complètement ou en le voulant à moitié, laissez un cœur dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous. Il y a une nouvelle histoire ici demain matin et peut-être qu'elle vous sera utile aussi. La première visite avait eu lieu un dimanche de novembre, 3 semaines après la messe de souvenir. Nous étions allés à pied dans une petite chapelle au nord de Béziers, une bâtisse du XVIIIe siècle avec des murs épais et une nef étroite où la lumière n'entrait que par 3 fenêtres. Constant avait restauré le vitral central, il y avait 30 ans, l'un des premiers travaux importants qu'il avait fait seul, sans maître artisan pour le guider. Je me souvenais de ce chantier parce que Mahout avait 5 ans à l'époque et qu'elle avait passé un samedi entier sur un chantier avec son père, assise sur une caisse en bois, à le regarder travailler sans dire un mot. C'était rare chez Mahout, le silence contemplatif. Ce samedi-là, elle l'avait eu. Je lui avais raconté ça. Debout devant le vitral, dans la lumière froide de novembre, je lui avais raconté le samedi d'il y avait 47 ans, la caisse en bois, son silence d'enfant, la façon dont Constant avait travaillé toute la journée avec une concentration totale en l'emmenant chercher une tartine et un chocolat chaud à la seule boulangerie du village à l'heure du déjeuner. Mahout avait regardé le vitral. Elle m'avait dit qu'elle ne se souvenait pas de ça. Je lui avais dit que les enfants ne se souviennent pas de tout, mais que les choses qu'on ne se rappelle pas nous ont quand même formés. Nous étions restés là un moment, dans le silence de la petite chapelle, avec la lumière du vitral de Constant sur les dalles de pierre. Et j'avais senti pour la première fois depuis longtemps que quelque chose dans la distance entre nous avait légèrement diminué. Pas disparu, juste légèrement diminué. La 3e visite avait été plus difficile. Une chapelle du côté de Pézenas, dans un village que Constant aimait particulièrement. Là, il avait restauré un panneau qui représentait une scène de réconciliation, 2 figures se faisant face avec les bras ouverts. Il avait mis 9 mois sur ce panneau, le plus long qu'il ait jamais fait. Il m'avait dit une fois que ce panneau lui avait appris quelque chose sur le pardon. Que représenter le pardon dans du verre, c'est différent de le comprendre dans la tête parce qu'il faut trouver la couleur exacte de ce qui se passe entre 2 personnes qui ont décidé de se regarder à nouveau. Devant ce panneau, Mahout avait pleuré. Pas avec des sanglots, pas théâtralement. Juste les larmes qui arrivent quand on ne peut plus les retenir et qu'on a arrêté d'essayer. Elle avait dit « Papa savait quelque chose que je ne sais pas encore ». Je lui avais dit « Il avait le temps de le savoir. Toi, tu es encore en train d'apprendre. »
C'est ce jour-là, devant le panneau de la réconciliation, que j'avais commencé à sentir que le pardon était possible. Pas encore là, pas encore entier, mais possible, comme une lumière au bout d'une nef étroite. Les visites avaient continué tout l'hiver et au début du printemps. À chaque chapelle, une histoire différente. À chaque vitrale, un aspect différent de l'homme que Constant avait été. L'artisan rigoureux, le collègue respectueux, le mari qui cherchait les mots quand les émotions étaient trop grandes, le frère tardif qui avait essayé de rattraper des décennies de séparation avec la patience qu'il mettait dans son travail. À la 11e chapelle, nous avions rencontré par hasard le vieux curé de la paroisse, un homme de 82 ans qui avait connu Constant 20 ans plus tôt. Il nous avait dit que Constant lui avait parlé de sa famille en travaillant, que c'était un homme qui revenait souvent à sa femme dans les conversations, pas de façon démonstrative, mais continue, comme un point de référence, comme quelqu'un qui sait d'où il vient et vers où il retourne le soir. Mahout avait écouté ça sans rien dire. Mais sur le chemin du retour, dans la voiture, elle avait dit « Il vous aimait vraiment comme ça, dans les détails, dans les petits jours. » J'avais dit « Oui, comme ça, dans les petits jours. » Elle avait conduit un moment sans parler. Et puis elle avait dit « J'avais peur qu'il ait eu besoin d'autre chose que ce que vous lui donniez. J'avais peur qu'il manque de quelque chose. » Je lui avais demandé pourquoi elle avait peur de ça. Elle avait dit « Parce que j'ai peur de ça pour moi, de ne pas être assez pour les gens que j'aime. » Et là j'avais compris quelque chose que j'aurais peut-être dû comprendre plus tôt. Que les accusations que Maho avait portées contre Clotilde, contre moi, contre la mémoire de son père, ne venait pas seulement de ce qu'elle avait vu dans les lettres. Elle venait de quelque chose en elle, une vieille peur d'enfant, cette peur d'être insuffisante que certains enfants portent, sans savoir d'où elle vient et qui colore tout ce qu'ils regardent ensuite. Je ne lui avais pas dit que j'avais compris ça dans la voiture. Ce n'était pas encore le moment. Mais je l'avais gardé en moi, et j'avais su que cette conversation-là, un jour, aurait lieu. Les histoires de famille sont comme les vitraux de Constant. Elles ont des fractures, elles ont des morceaux manquants, elles ont des zones où le verre d'origine n'existe plus et où il faut décider si on laisse le trou ou si on trouve quelque chose pour le combler. Et la décision de combler ou de laisser, c'est une décision que chaque famille prend à sa façon, avec les mains qu'elle a, avec les matériaux qu'elle trouve, avec la patience qu'elle peut réunir. Je n'avais pas de réponse simple à vous donner sur comment on traverse ça. Je sais seulement comment je l'ai traversé, moi, avec mes 79 ans, et ma rue Viennet, et mon vitral bleu et ambre dans le couloir. Un jour après l'autre, une chapelle après l'autre, une conversation après l'autre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui restaure des liens comme on restaure des vitraux, avec patience et avec les mains justes? Dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi d'où vous regardez ce soir, quelle ville, quelle région. Est-ce que c'est tard? Ou est-ce que vous regardez ça en plein jour? Je veux vous imaginer quelque part, dans votre maison, à votre table, sur votre canapé. Laissez un j'aime si vous êtes encore là. Abonnez-vous si vous voulez entendre ce qui s'est passé à la 17e chapelle. Parce que c'est là que quelque chose d'important a eu lieu entre Mahout et moi, quelque chose que je n'ai encore dit à personne complètement. La 17e chapelle était dans un petit village de l'Aude, à 1 heure de Béziers. Une chapelle romane, très ancienne, avec des murs qui sentent la pierre froide et l'humidité des siècles. Constant y avait travaillé il y avait 15 ans, sur un panneau latéral qui représentait une lumière descendant sur une figure agenouillée. Il avait dit que c'était le panneau le plus difficile de sa vie, pas techniquement mais émotionnellement, parce que la figure avait quelque chose qu'il ne comprenait pas au début, et qu'il n'avait compris qu'en le terminant. Mahout et moi étions arrivés un matin de mars, un matin de lumière froide et propre. Nous avions marché jusqu'à la chapelle en silence. Pas le silence de celles qui n'ont rien à se dire, mais le silence de celles qui ont appris à marcher ensemble sans avoir besoin de remplir l'air. Devant le panneau, j'avais voulu lui raconter ce que Constant m'avait dit à propos de la figure agenouillée, que quand il avait compris ce que représentait cette posture, ce n'était pas la soumission mais la disponibilité, ne pas être courbé par la défaite, mais ouverte à quelque chose de plus grand que soi, il avait pleuré sur son établi. Qu'il était rentré ce soir-là et m'avait dit que certaines choses qu'on croit comprendre, on ne les comprend vraiment qu'en les tenant entre ses mains.
Mahout avait écouté. Et puis elle avait dit quelque chose que je n'oublierai pas. Elle avait dit « Maman, je crois que j'ai passé toute ma vie à être debout de la mauvaise façon. À tenir droit par peur de tomber plutôt que par vraie solidité. » J'avais regardé ma fille. Et pour la première fois depuis des mois, depuis des années peut-être, j'avais vu en elle, non pas la femme de 52 ans qui avait retiré mon carton de la première rangée de l'église, mais la petite fille qui s'asseyait sur une caisse en bois pour regarder son père travailler sans dire un mot. J'avais tendu la main. Elle avait pris ma main. Nous étions restés là, debout devant le panneau de Constant, dans la lumière froide et propre de mars, et nous n'avions rien dit d'autre, parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire dans ce moment-là. Ce n'était pas le pardon complet. Ce n'était pas la réconciliation définitive. C'était quelque chose de plus petit et de plus vrai que ça. Un début. Le genre de début qui mérite d'être pris sérieusement parce qu'il a coûté quelque chose aux deux côtés. Le sort de Laurent Auriol dans tout ça avait été discret comme toujours. Il avait continué à venir chercher Mahout après chaque visite de chapelle. Il avait continué à me dire bonsoir avec sa politesse de circonstance, et peu à peu, cette politesse avait commencé à ressembler à autre chose, quelque chose de plus sincère, comme quelqu'un qui réalise que la belle-mère qu'il n'a jamais vraiment regardée est peut-être quelqu'un qu'il aurait dû regarder plus tôt. Il m'avait dit un soir, en attendant Mahout dans l'entrée de l'appartement, que ce que j'avais fait pour Constant, garder ce secret pendant 13 ans, encourager cette relation fraternelle sans en faire un problème, c'était quelque chose qu'il n'était pas sûr de pouvoir faire lui-même. Je lui avais dit que je n'avais pas choisi de le faire parce que c'était facile. Je l'avais choisi parce que c'était juste. Et que la différence entre ces deux choses est la seule boussole que j'ai jamais vraiment utilisée. Il avait hoché la tête. Et pour la première fois depuis 25 ans qu'il était dans ma famille, j'avais eu l'impression que Laurent Auriol m'avait vraiment entendu. Clotilde, de son côté, avait pris du recul comme elle l'avait dit qu'elle le ferait. Pas disparaître, pas couper le contact, juste s'éloigner suffisamment pour que l'espace autour de moi et de Mahout soit dégagé, pour que nous puissions nous retrouver sans que sa présence devienne une complication. Elle m'appelait de temps en temps, le soir, et nous parlions de Constant, de Vitraux, de petites choses de la vie quotidienne. Ces conversations avaient quelque chose de simple et de reposant, comme les conversations qu'on a avec les gens qui n'ont rien à prouver et rien à obtenir. Maître Emmeline Pradel m'avait écrit une lettre quelques semaines après la messe. Une vraie lettre manuscrite, sur papier épais, pour me dire que dans sa pratique notariale, elle voyait rarement des gens qui préparent leur mort avec ce genre d'attention aux autres. Que la lettre de Constant, les dispositions qu'il avait prises, la précision avec laquelle il avait pensé aux situations possibles et aux protections nécessaires, tout ça disait quelque chose sur un homme qui avait su aimer avec méthode autant qu'avec cœur. Je l'avais relue plusieurs fois, cette lettre. Je l'avais glissée dans la boîte avec les lettres de Constant. Le père Samuel m'avait appelé aussi pour s'assurer que j'allais bien. Il m'avait dit que la cérémonie du souvenir était restée dans ses pensées, pas à cause de ce qui s'était passé avec Mahout, mais à cause de la lettre de Constant, qu'il avait rarement tenue entre ses mains quelque chose d'aussi précisément aimant. Il avait dit que les mots que Constant avait choisis pour parler de moi, cette façon de dire qu'elle m'a donné le présent entier tous les jours, même quand je n'ai pas su expliquer ma douleur, c'était une phrase qu'il n'oublierait pas. Moi non plus. Et Théodore Bousquet m'avait invité à déjeuner un dimanche, dans un petit restaurant qu'il connaissait, pour me parler des derniers projets de Constant, des choses qu'il voulait encore restaurer, des chapelles qu'il avait repérées et pour lesquelles il n'avait plus eu le temps. Théodore m'avait dit qu'il envisageait de terminer certains de ses projets lui-même, en hommage à son vieux collègue, et qu'il m'informerait quand ce serait fait si je voulais venir voir. J'avais dit oui. Bien sûr que oui. La vie avait repris sa texture de vie. Pas la même qu'avant. Plus rien n'est jamais la même chose qu'avant quand on a traversé le deuil et ce qui en découle. Mais une texture propre, habitée, avec ses routines et ses petits plaisirs et ses chagrins discrets et ses moments de lumière inattendus. Le vitral du couloir, le café du matin, le marché du jeudi, les promenades dans les rues de Béziers, la véranda étroite sur la rue, sur laquelle j'avais recommencé à m'asseoir parfois, le soir, pas longtemps, mais quelques minutes à regarder la rue et à penser à rien en particulier, ou à penser à Constant.
Ce n'est pas très différent. Je veux vous demander quelque chose avant de continuer. Est-ce que vous avez déjà eu à choisir entre dire la vérité rapidement et laisser quelqu'un vous trouver sa propre vérité au bon moment? C'est une des questions les plus difficiles que je connaisse, et je ne suis pas sûre d'avoir toujours fait le bon choix. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et dites-moi d'où vous regardez, toujours, parce que je veux vous imaginer quelque part de précis, dans une ville que je peux me représenter, sous un ciel que je peux deviner. Laissez un j'aime, abonnez-vous. Et si vous avez une mère ou une fille à qui vous pensez en écoutant ça, envoyez-lui cette histoire. Parfois les mots qu'on ne sait pas dire soi-même, on les trouve dans la voix d'une autre. Il y avait encore une chose que je n'avais pas dite, une chose qui s'était passée lors de la 23e et dernière visite de chapelle, au début du mois de mai. La dernière église, le dernier vitral de Constant que je montrais à ma hôte. C'était une petite chapelle dans les vignes, au-dessus d'un village de l'Hérault que je n'avais jamais visité seul, seulement avec Constant les 2 fois où il y avait travaillé. Un endroit très calme, avec des cyprès autour et une vue sur la garrigue qui s'étend jusqu'à l'horizon. Constant avait restauré là un tout petit panneau, un panneau de rien du tout en apparence, 30 cm sur 40, représentant simplement de la lumière, traversant du verre sans figure ni scène, ni symbole religieux explicite. Juste la lumière elle-même. Il m'avait dit que ce panneau était son préféré, que la plupart des vitraux racontent quelque chose, une histoire, un symbole, un sens. Celui-là ne racontait rien d'autre que le fait que la lumière passe, et que c'était suffisant. Devant ce panneau, ma hôte m'avait demandé si elle pouvait s'asseoir à côté de moi à la prochaine messe d'anniversaire, pas à la première rangée, à côté de moi, là où je serais. Je lui avais dit oui, sans hésiter, parce que la question elle-même avait été la bonne réponse à la question que je n'avais pas posée. Le lieu qu'on n'avait pas à prendre, celui qu'on demande et qu'on mérite avec le soin mis à le mériter. Je lui avais dit ça, exactement comme ça. Elle avait hoché la tête. Et dans ses yeux, dans la lumière de la chapelle dans les vignes, j'avais vu quelque chose qui ressemblait à la compréhension. Pas à la résolution parfaite, pas au happy end des histoires simples, mais à la compréhension vraie, celle qui prend du temps à venir et qui reste quand elle arrive. Le mois de mai avait cette lumière particulière sur Béziers, cette façon qu'a le soleil du Languedoc de poser les choses différemment qu'en hiver, plus chaud, plus direct, avec une qualité presque dorée dans les heures de fin d'après-midi, qui fait que les pierres anciennes de la ville semblent respirer. Je marchais plus lentement qu'avant. Pas par fatigue, enfin pas seulement par fatigue, mais parce que j'avais appris, dans cette année de deuil et de tempête familiale et de réconciliation lente, que marcher lentement n'est pas une défaite. C'est une façon de voir ce qu'on aurait manqué en allant vite. Je passais chaque matin devant la boulangerie de la rue Viennet. Je prenais une baguette tradition et parfois un croissant que je n'avais plus personne à partager, mais que je prenais quand même, parce que certaines habitudes sont des formes de fidélité, et que la fidélité aux petites choses est peut-être ce qui nous permet de rester debout dans les grandes. Le boulanger me connaissait depuis des années. Il me demandait comment j'allais avec la sincérité de quelqu'un qui pose vraiment la question. Je lui répondais bien, merci, avec la sincérité de quelqu'un qui dit quelque chose de vrai, même si ce n'est pas complet. L'appartement du 4 rue Viennet avait changé imperceptiblement depuis 1 an. Pas dans ses meubles, ni dans son organisation, Constant et moi avions les mêmes meubles depuis 30 ans et je n'avais pas eu envie de changer quoi que ce soit. Les choses qui restent à leur place sont une façon que j'ai trouvée de tenir la continuité, mais dans sa lumière, dans sa façon de sonner le matin, dans la qualité du silence. Ce n'est pas que le silence soit moins lourd qu'avant, c'est qu'il est devenu un silence que je connais maintenant, que j'habite plutôt que de le subir. Le vitral du couloir était toujours là, bien sûr, le bleu et l'ambre. La lumière qui le traversait changeait selon l'heure et la saison, plus froide en hiver, plus chaude en été, et il y avait des moments, le matin très tôt quand le soleil arrivait de l'est, où la couleur sur le mur du couloir était exactement celle des vitraux des chapelles que Constant avait restaurés. Ces moments-là, je les recevais sans chercher à les analyser. Je les laissais juste être là. J'avais repris certaines choses que j'avais abandonnées dans les mois du deuil le plus aigu. La messe du dimanche, pas par obligation, mais parce que l'église Saint-Jacques avait une lumière le matin qui me faisait du bien, et parce que le père Samuel avait cette façon de tenir une cérémonie qui laisse de l'espace pour penser.
Les déjeuners avec Théodore Bousquet, qui avaient commencé à devenir réguliers, une fois par mois environ, autour d'un plat simple et d'une conversation sur Constant, sur les vitraux, sur les villages de l'Hérault, sur les choses que les gens ordinaires savent sur la vie et que les livres n'écrivent pas toujours bien. Théodore était bon compagnon. Pas pour remplacer quoi que ce soit, rien ne remplace Constant et je ne le cherchais pas. Mais pour avoir quelqu'un avec qui parler de lui comme d'un homme réel, avec ses qualités précises et ses manques précis, sans avoir à le sanctifier ni à le minimiser. Je veux m'arrêter ici un instant parce que ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai gardé longtemps pour moi. Non pas parce que c'était un secret, mais parce que certaines choses ont besoin de temps avant d'être prêtes à être dites. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes encore là avec moi. Quelle heure est-il chez vous? Est-ce le matin, le soir, le milieu de la nuit? D'où regardez-vous? Quelle ville? Quel pays? Je pense à chacun de vous pendant que je raconte ça, vraiment, pas comme une formule, mais comme une réalité. Et si cette histoire vous a accompagné jusqu'ici, laissez-moi un j'aime. Ça me dit que la voix de cette vieille femme de Béziers a trouvé quelqu'un pour l'écouter. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une histoire ici chaque matin, et demain il y en aura une autre que certains d'entre vous ont besoin d'entendre. Ce que j'avais gardé pour moi, c'était une conversation que j'avais eue avec Constant environ 6 mois avant sa mort. Une conversation que je n'avais racontée à personne parce qu'elle était trop intime et trop précise pour être transmise facilement. Nous étions assis sur la véranda étroite, lui avec sa pipe, moi avec mon café, dans la lumière du soir de Béziers. Il avait dit, sans préambule, comme il faisait quand quelque chose avait mûri longtemps en lui et arrivait enfin à la surface, « Isabeau, tu sais ce que j'aurais fait différemment. » Je lui avais demandé quoi. Il avait dit « J'aurais dit à Mahaut pour Clotilde dès le début. J'aurais eu peur moins longtemps et j'aurais fait confiance à ma fille plus tôt, et peut-être qu'elle aurait eu le temps de les connaître autrement. » Je lui avais dit que ce n'était pas sûr. Que Mahaut était Mahaut, avec ses peurs et ses conclusions rapides, et qu'on ne pouvait pas savoir comment elle aurait réagi. Il avait dit « Non, on ne pouvait pas savoir. » Mais on aurait pu essayer. Cette conversation m'était revenue souvent dans les mois de l'après-messe de souvenirs, dans les mois des visites aux chapelles, dans les mois de la reconstruction lente avec Mahaut. Elle m'était revenue parce qu'elle contenait quelque chose que je savais vrai, même si ça me coûtait de l'admettre. Constant avait eu peur, et j'avais accompagné cette peur plutôt que de l'encourager à la traverser. Nous avions fait ce choix ensemble, et ce choix avait eu des conséquences que nous n'avions pas prévues. Ce n'est pas une raison pour me flageller. Les décisions qu'on prend avec les meilleures intentions et les informations qu'on a au moment où on les prend sont les seules décisions qu'on peut prendre. On ne décide pas avec ce qu'on saura plus tard. On décide avec ce qu'on sait alors. Et ce qu'on savait alors, Constant et moi, c'est que Mahaut était fragile dans sa façon d'aimer, qu'elle avait besoin que les choses soient simples pour ne pas les transformer en menaces, et que l'histoire de Clotilde n'était pas simple. Nous avions eu tort sur ce que Mahaut pouvait entendre, et raison sur le fait qu'elle avait besoin de temps. Et ces deux choses peuvent être vraies en même temps. C'est une des leçons que cette année m'a appris de la façon la plus complète. Mahaut et moi avions eu notre vraie conversation, pas dans la sacristie, pas dans une chapelle, mais un soir de juin dans ma cuisine. Elle était venue sans prévenir encore une fois, et cette fois elle avait apporté du vin, un côte du Roussillon qu'elle savait que j'aimais bien. Et nous nous étions assises à la table, et elle avait versé 2 verres, et elle avait dit « Maman, je veux que tu me racontes papa. » Pas les vitraux. Lui. Comment il était avec toi dans les jours ordinaires, ce que tu aimais en lui que personne d'autre ne voyait. J'avais tenu mon verre et j'avais réfléchi. Et puis, j'avais commencé à parler. Vraiment parler. De Constant qui chantonnait faux en faisant la vaisselle et qui s'arrêtait au milieu d'une chanson parce qu'il avait oublié les paroles et ne s'en souciait pas du tout. De Constant qui lisait les journaux de la fin vers le début parce qu'il disait que les nouvelles importantes étaient toujours à la fin. De Constant qui pleurait au film sans jamais l'admettre et qui se levait chercher un verre d'eau au moment exact où ça allait devenir émotionnel. De Constant qui avait gardé pendant 40 ans un caillou ramassé sur une plage de Sète, le soir où nous avions décidé d'acheter l'appartement de la rue Viennet, parce qu'il disait que les décisions importantes méritaient un objet pour les tenir.
Le caillou était dans le tiroir de sa table de nuit. Je l'y avais laissé. Mao avait ri en entendant le caillou. Un vrai rire, pas poli, pas retenu. Et ce rire avait changé quelque chose dans l'air de la cuisine. Quelque chose qui s'était assoupli, qui avait laissé passer de l'air. Nous avions parlé pendant 3 heures ce soir-là. J'avais raconté des choses que je n'avais jamais racontées à voix haute, des choses que je portais depuis si longtemps qu'elles avaient la texture de mes propres souvenirs, les plus intimes. Et Mahout avait écouté avec une attention que je ne lui connaissais pas, ou que je n'avais peut-être pas su voir avant, cette façon de tenir la tête légèrement penchée quand elle écoute vraiment, exactement comme Constant. À un moment, elle avait dit « Je ressemble à papa dans certaines façons et à toi dans d'autres », et je ne savais pas jusqu'à maintenant lesquelles venaient d'où. Je lui avais dit que c'était souvent comme ça, qu'on se découvre fait de morceaux de gens qu'on a aimés sans toujours savoir lequel morceau vient de qui. Elle avait hoché la tête. Et puis après un silence, elle avait dit « Maman, je suis désolée pour la messe, pour la chaise, pour le carton avec ton nom. » Ce n'était pas la première fois qu'elle s'excusait. Elle l'avait fait dans la sacristie, à mi-mot. Elle l'avait fait dans une chapelle devant un panneau de réconciliation. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était dit dans la cuisine de ma maison, assis à la table où nous avions mangé ensemble pendant des décennies, avec un verre de côte du Roussillon et 3 heures de conversation vraie derrière nous. Cette fois, les mots avaient un fond sous eux. J'avais dit « Je sais, je t'entends ». Pas, c'est oublié. Pas, il n'y a pas de mal. Juste, je t'entends. Parce que être entendu est la première chose qu'on demande quand on s'excuse vraiment. Et parce que lui dire c'est oublié aurait été un mensonge, et je ne voulais pas que notre réconciliation commence par un mensonge, même bienveillant. Le pardon est arrivé plus tard. Pas ce soir-là. Pas d'un coup. Il est arrivé progressivement, comme la lumière qui revient après l'hiver, pas par une seule journée de printemps, mais par l'accumulation de jours qui se réchauffent peu à peu jusqu'à ce qu'on réalise un matin que le froid est parti. Je vous parle de tout ça maintenant parce que je veux que vous compreniez quelque chose que je n'aurais pas pu comprendre moi-même il y a 1 an. La blessure faite à l'église ce matin d'octobre, quand ma fille avait retiré mon carton de la première rangée, cette blessure était réelle et profonde. Elle n'a pas disparu parce que j'ai compris les raisons de Mahout. Elle n'a pas disparu parce que nous avons visité 23 chapelles ensemble. Elle a changé de nature. Elle est passée de quelque chose qui fait mal à quelque chose qui a laissé une cicatrice. Et les cicatrices font partie du corps. Elles ne sont pas la même chose que la blessure. Elles sont ce que la blessure est devenue une fois qu'elle a guéri. Est ce que vous avez une cicatrice comme ça. Pas sur la peau. Dans une relation. Quelque chose qui a guéri, mais qui a laissé une marque. Mettez oui dans les commentaires si vous savez de quoi je parle. Et dites-moi de quelle ville vous regardez. Je veux savoir où vous êtes ce soir, dans quelle lumière, sous quel ciel. Laissez un j'aime si cette vieille femme de Béziers vous a accompagné jusqu'ici. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une rupture familiale, une incompréhension profonde avec quelqu'un qu'il aime, partagez cette histoire avec lui. Parfois, entendre que ça peut s'en sortir, même imparfaitement, même lentement, est ce dont on a besoin pour ne pas abandonner. Clotilde était venue me voir en juillet. Une visite simple, dans l'après-midi, avec des abricots du marché qu'elle avait apportés parce qu'elle savait que j'aimais les abricots. Nous avions fait de la confiture ensemble dans la cuisine de la rue Viennet, comme des femmes qui n'ont pas besoin de trouver des sujets de conversation parce que le travail des mains suffit. Il y avait eu des moments de silence confortable, des moments de paroles légères, et un moment où elle avait dit « Je pensais souvent à Constant pendant ces mois, à ce qu'il aurait dit de tout ce qui s'est passé. Je lui avais demandé ce qu'elle croyait qu'il aurait dit. Elle avait souri. Elle avait dit « Il aurait dit que c'est comme un vitral fracturé, que si on prend le temps, si on a les bonnes mains, ça tient encore et la lumière passe quand même. » J'avais souri aussi, parce que c'était exactement ce qu'il aurait dit. Avec ces mots-là, ou d'autres très proches, c'était tout à fait lui. Mahout avait rencontré Clotilde 2 fois depuis la messe de souvenirs. Ces rencontres avaient été courtes et prudentes,
des rencontres entre gens qui ne savent pas encore très bien quoi faire de leur relation, mais qui ont décidé d'en avoir une quand même. Ce n'était pas une grande réconciliation. Ce n'était pas une chaleur immédiate. C'était quelque chose de plus modeste et peut-être de plus durable. Deux femmes qui avaient été blessées différemment par la même situation et qui choisissaient, l'une et l'autre, de ne pas laisser cette blessure définir tout ce qui venait après. Maître Emeline Pradel m'avait informé que les dernières dispositions administratives liées au dossier de Constant étaient closes. Les choses légales s'étaient réglées comme elles se règlent, lentement et par étapes, avec les délais que les institutions imposent et qu'on apprend à accepter parce qu'on n'a pas le choix. L'essentiel était en ordre. La maison, la boîte des lettres, les papiers des vitraux restaurés, que Théodore m'avait aidé à inventorier et à classer correctement pour que les archives paroissiales puissent les conserver. Cette liste d'archives, les 23 chapelles, les descriptions des travaux, les dates, les matériaux utilisés, le temps passé sur chaque panneau, c'était une façon de garder Constant présent dans l'histoire de cette région qu'il avait servi sans bruit pendant 40 ans. Pas un monument, pas une plaque commémorative, juste une trace dans les registres propres et précise, comme il avait aimé les choses. Le père Samuel avait inclus une mention de l'œuvre de Constant dans le bulletin paroissial de l'automne. Une mention simple, quelques lignes, disant que les vitraux restaurés par Constant d'Arnis dans les chapelles de l'Hérault représentaient un patrimoine important et que ceux qui souhaitaient les visiter trouveraient la liste complète à l'accueil de la paroisse. Théodore lui avait fourni la liste. Je n'avais pas eu besoin de demander. Ces petits gestes des gens autour de moi, le bulletin du père Samuel, la confiture de Clotilde, le déjeuner mensuel de Théodore, la visite de juin de Mao avec le Côte du Roussillon, ces petits gestes avaient été ce qui m'avait maintenu en vie réelle pendant cette année. Pas en vie biologique, ça l'âge s'en occupe avec ou sans aide. En vie réelle, connectée aux choses, présente dans ma propre histoire plutôt que spectatrice de la disparition de Constant. On parle beaucoup du deuil comme d'une chose à traverser, à dépasser, à surmonter. Je ne suis pas sûre que traverser soit le bon mot. Je pense plutôt qu'on apprend à l'habiter, qu'on apprend à vivre dans un appartement dont certaines pièces sont maintenant fermées, mais dont on ouvre les autres avec plus de soin. Qu'on apprend à faire du café pour une personne sans que ça soit une tragédie à chaque matin. Qu'on apprend à s'asseoir sur la véranda sans chercher quelqu'un à côté de soi. Qu'on apprend, lentement, à être une personne entière sans l'autre moitié qui complétait ce qu'on était. Je ne prétends pas que j'y suis arrivé complètement. Je ne le prétendrai probablement jamais. Mais je peux vous dire que ce matin de mai, debout dans mon couloir avec la lumière du vitral bleu et ambre sur le mur, je me sentais quelque chose que je ne savais pas encore nommer au lendemain de la mort de Constant et que je nomme maintenant plus facilement. Présente. Encore là. Pas en attente de finir, mais en train de continuer. Être encore là à 79 ans après 54 ans de mariage et 1 an de deuil et une tempête familiale et une réconciliation lente, c'est quelque chose. Ce n'est pas rien. C'est même beaucoup. Je veux vous demander quelque chose de personnel avant de continuer. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie que vous aimez, mais avec qui vous avez une distance, que vous n'avez pas su comment combler? Une mère, une fille, un frère, une amie de longue date, quelqu'un avec qui les choses se sont compliquées et sont restées compliquées parce qu'aucun de vous deux ne savait par quel bout prendre le retour. Dites-moi oui dans les commentaires si c'est le cas. Et si vous avez quelque chose à ajouter, ajoutez-le. Je lis vraiment. Et peut-être que lire ici ce que cette vieille femme a traversé pour retrouver sa fille vous donnera l'élan de faire un premier pas vers quelqu'un que vous avez perdu de vue. Parce que les premiers pas sont les plus difficiles et aussi les seuls qui comptent. Laissez un j'aime si vous êtes encore là. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Ce que j'ai appris cette année sur la vérité dans les familles, je vais vous le dire simplement parce que les choses vraies méritent d'être dites simplement. La vérité ne protège pas toujours ceux qu'on aime quand elle arrive au mauvais moment. Mais le silence ne les protège pas non plus quand il dure trop longtemps. Entre ces deux erreurs possibles, la seule sagesse que je connaisse est d'essayer de sentir quand l'un ou l'autre fait moins de dégâts. Ce n'est pas une formule.
Ce n'est pas une règle qu'on peut écrire dans un livre et appliquer à toutes les situations. C'est un jugement qu'on exerce avec ce qu'on est, avec ce qu'on sait, avec ce qu'on peut voir de la personne en face. Constant avait jugé qu'il fallait attendre pour Mahou. Il avait peut-être eu tort sur la durée, mais il n'avait pas eu tort sur la prudence. Mahou était quelqu'un qui avait besoin d'entendre les choses difficiles d'une certaine façon. Le problème est qu'il n'avait jamais eu la conversation sur comment lui dire les choses difficiles. Et cette conversation-là, on ne peut pas l'avoir après la mort de quelqu'un. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous portez un secret qui lui appartient aussi, je ne vous dis pas de tout dire immédiatement. Je vous dis de trouver le moment et de ne pas attendre que le moment soit parfait, parce que le moment parfait n'existe pas, mais de chercher le moment assez bon, assez ouvert, assez confiant pour que ce que vous direz puisse être entendu. C'est la chose la plus proche d'un conseil que je sois en mesure de vous donner. Pas parce que je suis sage, je ne suis pas sage. Je suis une femme de 79 ans qui a fait des erreurs et pris des décisions imparfaites, comme tout le monde. Mais parce que j'ai vécu assez longtemps pour voir ce que ça coûte quand on ne trouve pas ce moment. La messe d'anniversaire de la 2e année avait eu lieu en octobre, 1 an exactement après la première. J'étais arrivée à pied à l'église Saint-Jacques parce que j'avais décidé de ne plus demander à Laurent de venir me chercher en voiture. La marche m'avait pris 20 minutes dans le matin frais d'octobre, avec le ciel de Béziers qui avait cette couleur particulière de l'automne dans le Languedoc, entre le bleu et quelque chose de plus doux. Ma hôte m'attendait devant l'entrée, seule, sans Laurent cette fois, parce que nous avions convenu ensemble que cette messe-là était entre nous deux. Elle portait du noir sobre, elle avait les cheveux attachés comme elle le fait quand elle veut paraître plus sérieuse qu'elle ne se sent, et quand elle m'avait vu arriver, elle avait fait quelques pas vers moi. Nous nous étions embrassés. Vraiment embrassés, pas la bise de circonstance, mais le genre d'étreinte qu'on n'a pas eu depuis longtemps et qui dit quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé les mots pour dire. À l'intérieur de l'église, les 2 premières chaises de la rangée de gauche portaient nos 2 noms, Isabeau, Mao. Côte à côte, ma hôte les avait préparées elle-même. Elle ne m'avait pas demandé si c'était bien comme ça. Elle avait fait. Et c'était exactement bien comme ça. Nous nous étions assises. La lumière du vitral de la 3e fenêtre à gauche tombait sur les dalles comme l'année précédente, le bleu profond et l'ambre, la figure en prière avec la main gauche reconstituée, fragment par fragment. Le père Samuel avait commencé la cérémonie. Et cette fois, à aucun moment, je n'avais eu besoin d'une enveloppe dans mon sac. Clotilde était là aussi, dans les rangées du milieu, à la place qui était naturellement la sienne. Elle m'avait fait un petit signe de tête en entrant, un signe discret, celui de quelqu'un qui sait qu'elle est à sa juste place et qui n'a besoin de rien d'autre pour être en paix avec ça. Théodore Bousquet avait dit quelques mots sur Constant, comme l'année précédente. Cette fois, il avait parlé d'un chantier particulier, une chapelle de l'Aude, un panneau difficile, une conversation qu'ils avaient eue pendant le travail sur ce que ça signifie de restaurer quelque chose plutôt que de le remplacer. Il avait dit que Constant lui avait dit « Restaurer, c'est croire que ce qui a été est encore capable de quelque chose. Remplacer, c'est décider que c'est fini. Moi, je crois rarement que c'est fini. » Cette phrase avait traversé la nef de l'église et elle m'avait atteinte quelque part dans la poitrine avec une précision que les phrases vraies ont parfois. Croire rarement que c'est fini. C'était tout Constant. C'était aussi, je le comprenais maintenant, tout ce qui nous avait amenés là, ma hôte et moi, à cette première rangée côte à côte. Nous n'avions pas décidé que c'était fini, ni l'une ni l'autre. Pas dans la sacristie, pas dans les chapelles, pas dans les silences difficiles. Nous avions continué à croire que ce n'était pas fini, et cette croyance avait été plus forte que la blessure. Je dois vous dire quelque chose maintenant, avant de terminer. Quelque chose que j'aurais voulu que quelqu'un me dise il y a 1 an, dans les jours les plus difficiles, quand je rentrais seule de la messe de souvenirs et que je m'asseyais dans la cuisine sans savoir quoi faire de ce que j'avais traversé. Les histoires de famille ne finissent pas proprement. Elles ne finissent pas avec tout le monde réconcilié, et tout expliqué, et tout pardonné, et tout remis à sa place exacte. Elles finissent, quand elles finissent bien, avec assez de vérité pour continuer, avec assez de compréhension pour ne plus être seule dans sa propre version des faits, avec assez de place
pour que chacun soit à l'endroit qui lui appartient vraiment, pas celui qu'on lui a attribué dans la peur ou dans la douleur, mais celui qu'on occupe quand on est vu correctement. Constant m'avait donné ça avec sa lettre, non pas en me vengeant de Mahout, non pas en humiliant qui que ce soit, mais en disant la vérité avec assez de précision pour qu'elle ne puisse pas être ignorée. Et cette précision, ce souci de trouver le mot exact pour la chose exacte, c'était ce qu'il mettait aussi dans son travail. La façon dont les deux s'assemblaient, le mari et l'artisan, l'homme qui cherchait toujours le fragment qui correspondait exactement à ce qui manquait, c'est quelque chose que je n'avais pas vu aussi clairement de son vivant. On voit parfois les gens plus entièrement après leur mort. Pas parce qu'ils changent, mais parce qu'on n'est plus dans la vie quotidienne avec eux. On n'est plus dans la proximité qui efface les contours. On les voit de loin, avec tout ce qu'ils ont fait et dit et laissé. Et cette distance révèle une forme qu'on ne distinguait pas quand on était dedans. La forme de Constant, vue de loin, était celle d'un homme qui avait cru toute sa vie que les choses cassées méritent qu'on prenne le temps. Et il avait appliqué cette conviction partout, dans les vitraux, dans la relation avec Clotilde, dans la lettre qu'il avait laissée pour me protéger, dans la façon dont il avait élevé Mahout, même imparfaitement, avec ses peurs et ses silences à lui, dans les 54 ans qu'il avait passés à côté de moi, dans les petits jours et dans les grands. Je suis cette femme, j'ai 79 ans, je vis seule depuis 1 an dans un appartement de la rue Viennet à Béziers, avec un vitral dans le couloir et une boîte de lettres dans le tiroir du bas de la commode. Et je vous dis que les choses cassées méritent qu'on prenne le temps, même dans les familles. Même quand les blessures sont faites par ceux qu'on aime le plus, ou peut-être surtout alors. Même quand ça prend des mois de chapelle et de café, et de silence et de conversation à 3 heures pour arriver à quelque chose qui ressemble à un début de guérison. Prenez le temps, ne concluez pas trop vite. Et si quelqu'un essaie de vous retirer votre place dans une mémoire ou dans une vie, rappelez-vous que les places qui appartiennent vraiment ne se prennent pas et ne s'effacent pas. Elles persistent même quand on essaie de les effacer. Parce qu'elles sont inscrites dans ce qui a eu lieu. Et ce qui a eu lieu ne disparaît pas parce que quelqu'un déplace un carton dans une église. Je vais terminer là, ou presque. Mais je veux vous demander une dernière chose. Une chose que seuls ceux qui ont vraiment écouté jusqu'au bout pourront comprendre. Laissez dans les commentaires le mot « lumière ». Juste ce mot. Parce que c'est ce que Constant restaurait. Parce que c'est ce que cette histoire a cherché à faire à travers tous ces moments difficiles. Et parce que si vous avez tenu jusqu'ici, vous avez laissé la lumière de cette histoire traverser quelque chose en vous. Et ça, c'est exactement ce que Constant aurait voulu que ça fasse. Laissez lumière dans les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez, quelle ville, quel pays, quelle heure. Laissez un j'aime si cette vieille femme de Béziers vous a tenu compagnie ce soir. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et peut-être que celle de demain est celle que vous attendez sans le savoir. Et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ce qu'il traverse. Parfois, ce qu'on a besoin d'entendre ne vient pas de quelqu'un qu'on connaît. Parfois, ça vient d'une voix inconnue, dans une langue familière, qui dit quelque chose de vrai. Merci d'être resté. Vraiment. Du fond du cœur de cette vieille grand-mère de la rue Viennet, qui a traversé une année difficile et qui en est sortie avec ses cicatrices et sa fille à côté d'elle dans la première rangée et le vitral de Constant dans le couloir et le caillou de la plage de Sète encore dans le tiroir de la table de nuit. Ce matin-là, quelques jours après la 2e messe d'anniversaire, j'étais debout dans le couloir avant l'aube. La lumière n'était pas encore là. Il y avait juste le gris de Béziers en octobre et le vitral bleu et ambre dans l'obscurité qui attendait le soleil pour traverser à nouveau. Et dans cette attente, dans ce moment entre la nuit et la lumière, j'avais pensé à Constant, à sa façon de travailler sur les panneaux fracturés, à la patience qu'il y mettait, au soin avec lequel il cherchait le fragment exact qui permettrait à la lumière de passer à nouveau. Et j'avais compris, dans ce couloir, dans ce gris d'avant le jour, ce qu'il m'avait appris sans jamais le dire comme une leçon. La lumière la plus difficile à restaurer est aussi celle qui brille le plus fort quand elle revient, parce qu'elle a coûté quelque chose, parce qu'on a mis du temps, parce qu'on a cru, même dans les moments où c'était difficile de croire, que ça valait encore la peine d'essayer.
Dans la messe de souvenir de mon mari, ma fille m'avait envoyé au fond de l'église pour mettre un mensonge à la première place. Quand le père a ouvert la lettre, elle a découvert que la lumière la plus difficile à regarder en face ne venait pas des vitraux de Constant. Elle venait de la vérité qu'il avait laissée pour me protéger quand je n'aurais plus la force de me défendre seule. Et cette lumière-là, personne ne pouvait l'éteindre.